C'est le rei molt. Zévision. Aerto festivales. Amour, toujours, c'est Trax. Au sommaire ce soir, Ecobase, bad trip en Ouganda. Attention, MC flippant. À corps et à cri, ces artistes mettent leur trip dans la balance. Et enfin, contre-pouvoir en Russie avec le réalisateur Alexei German Jr. J'aurais fait l'image, ce que j'avais fait dans l'autre sens, ça devenait très sexiste. Est-ce que dans le couple, la femme va se nourrir de la pensée profonde du personnage qui est symbolisé sous la forme de moutarde? Est-ce que le personnage a besoin forcément de la saucisse pour exister? Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça sur le couple qui peuvent se poser dans l'association moutarde-saucisse. Gimme, gimme! Jean Lecointre a le ciseau baladeur. Bien avant Photoshop, Internet et les mèmes, ce pionnier du montage numérique a donné un coup de pied dans la fourmilière des images avec son regard déplacé. Cet as de la retouche accro au papier détourne et trafique des photos piquées dans des journaux de mode ou des livres de recettes pour créer un joyeux bordel où chaque chose n'est plus à sa place. Il y avait un principe surréaliste qui est fusion-confusion, le principe de Dali, c'est-à-dire de fondre les formes entre elles et de créer une confusion. Et c'est vrai que je peux l'appliquer aussi à ce que je fais, à mon échelle bien sûr, c'est-à-dire de fondre un peu les éléments entre eux et de créer une confusion, à savoir quel est cet objet, c'est bizarre, il est composé, il est composite, à quel endroit il est composite. Là, j'essaye de perdre effectivement le spectateur. C'est un peu l'enjeu du collage, c'est de le surprendre et de le déranger. Ceux qui ne parvenaient plus à suivre étaient nombreux et les malentendus fréquents. C'est ainsi qu'on vit des individus coiffés d'une banane ou d'un melon. Un slip kangourou. Dans son dernier court-métrage, le colleur taille une veste aux fashion victimes. Dans un royaume imaginaire, la reine et ses sujets doivent rester à la pointe de la mode, sous peine d'être dévorés par un horrible monstre, le ridicule. Pour être en avance sur son temps ou à contre-temps, Jean a un truc, écumer les brocantes à la recherche de la perle rare. J'ai repéré une huître. Voilà, une très belle photo d'huître qui ne sont pas évidentes à trouver. Et celui-là, 3 € pièce, 6, 14. 14 en Ça tout. peut pas faire 10. Ça peut pas faire Non, 10, même si vous c'est voulez pas partir, ça possible. sera pareil. Il fallait découper les fleurs pour les coller ensuite sur des feuilles. Je me souviens de ces exercices en maternelle. Non, ça c'était à vous dégoûter du collage plutôt. Voilà, les ciseaux. Et après, j'ai souvenir justement pour m'occuper d'avoir découpé les magazines familiaux et d'avoir découvert des passages secrets vers des mondes imaginaires. Voilà, de quoi s'occuper durablement avec des photos. Jean naît en 64 d'un père ingénieur mécanicien et d'une mère institutrice. Il grandit en Isère et ne tarde pas à tapisser sa chambre de ses premiers collages. Quand son père lui ramène de la bibliothèque de l'usine un livre de Salvador Dali, il prend une sacrée claque et une deuxième lorsqu'il découvre, adolescent, les films de Louise Buñuel qui font exploser la narration traditionnelle. Il y a quelque chose dans la rencontre, les rencontres qu'il produit qui ne devraient pas avoir lieu et il les fait se produire devant la caméra. Comment au collage on peut créer une image avec deux éléments qui ne devraient pas se rencontrer, qui d'un seul coup font une troisième situation incroyable. À 19 ans, Jean Lecointre entre à l'école supérieure d'art graphique Penningen à Paris. Il obtient sa première commande en 87, la pochette d'un 45 tours du groupe Anti-Âge, Indochine. 2 ans plus tard, Jean achète son premier ordinateur et découvre l'image numérique.
By moving the cursor around, you can find a place that you might want to enlarge. Faute de pouvoir s'acheter un scanner, l'illustrateur numérise ses images à l'aide d'une caméra vidéo. Entre 1996 et 1999, il publie avec le dessinateur Pierre Lapolice la première série BD entièrement composée de photomontages numériques. La balançoire de Plasma mélange science-fiction et western sur fond de vaches folles. Jean Lecointre est aussi l'auteur de bandes-annonces qu'on ne lui a jamais commandées et qui font la promotion de films de genre qui n'ont jamais existé en dehors de son imagination. Se la veim molt. Zéviusian. T'ofrecido-les. C'est un peu préhistorique, c'est le cas de le dire, mais moi j'utilise un outil de détourage filaire et polygonal sur une très vieille version de Photoshop qui a plus de 10 ans et j'appréhende beaucoup le passage à la nouvelle version parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas connaître ou pas reconnaître. J'aime bien le parti avec les pâtisseries. Oui, c'est pas my cup of tea. Mais j'aime bien avoir différentes possibilités avec le photomontage. Il est fou, mais c'est une bonne chose, c'est pas un problème en fait. C'est fun, c'est drôle, c'est délirant, il y a un peu de cul, il y a tout ce qu'on veut. L'été dernier, Jean Lecointre était l'invité de la galerie parisienne Arts Factory, qui fête cette année ses 25 ans d'activité prolifique. Composée de plus de 80 de ses œuvres, Timex Machina, l'exposition qui lui est consacrée, propose un voyage qui décolle sec. Là, c'est vraiment le papier que j'ai découpé. Si vous vous approchez, vous allez voir le découpage et le collage. Donc c'est un autre exercice, comme je le disais, qui est très contraignant, mais voilà, ça change et ça fait apparaître d'autres accidents. Voilà, il y a des choses que je ne ferai jamais en numérique parce que j'adapterai, et là, on est obligé de laisser comme ça. À l'adolescence, on va un petit peu trop loin, d'un seul coup, tout devient sexe. Enfin, pour moi, c'était un petit peu comme ça. Comme j'avais compris des allusions que je ne comprenais pas, j'avais l'impression que tout était codé en sexe et qu'il y avait du sexe partout. Donc c'est un petit peu ce que je retrouve dans ces images ou dans les autres, à savoir des images assez banales, mais il y a toujours du sexe caché derrière. À Kampala, la capitale de l'Ouganda, le rappeur Echo Baz a rendez-vous avec Marion, notre reporter coincé dans son smartphone à Paris. Depuis 2018, ce musicien de 34 ans est une terreur locale, unique représentant en Afrique de l'Est de son genre, le dark grime. Mettant en flot ses pires cauchemars en l'Ouganda, l'une des nombreuses langues du pays, il a même tapé dans le tympan d'Aphex Twin qui mixe ses morceaux en live. Ok, Echo, c'est pas gay tout ça. Histoire de changer de registre, tu veux pas nous chanter une happy song bien de chez toi? Une chanson gay en l'Ouganda? Une happy song en l'Ouganda? Tu veux que je te chante un truc joyeux? Là, tout de suite? C'est ça que tu veux? Ok. ekinyeganyege kinkutte mpulira njagala kuzina endonga ekuba enkubira mu mutima bulaba wagiseera nga lwaki obulumya jagutudigiddemu ssabwa y'amasanyu tuzinagana tulinga balo ku mbalu digida ssanyuka vako nako yimuka sitama kwata ku ttaka digida paka mu kiduula teri kutuula tuba tunyumirwa tukuba muzigo kuba mutiro paka maca. Something like that. Dans Nightmare Song, la chanson cauchemardesque, sortie en 2019, Echo nous embarque dans un voyage au cœur de ces terreurs nocturnes. Les cauchemars sont l'expression de mon côté sombre. C'est de l'énergie. Ces images qui apparaissent dans nos esprits contiennent de l'énergie.
Ecobase naît Brian Malé Matumba en 87 à Kampala. Orphelin de père, il est élevé par sa mère, à la fois comptable et femme d'affaires dans la mode féminine. Eco chante à l'église et baigne dans la musique depuis tout petit, mais son rêve à lui, c'est tout autre chose. Dans mes rêves, j'ai toujours voulu être un astronaute. Mais en Ouganda, comment tu peux te dire « je veux devenir un astronaute » Avant de devenir le roi du dark grime, la terreur du micro chantait dans un style comme celui-ci, dénonçant la misère ou la corruption. En 2018, lors d'un open mic, il est découvert par le label Nyege Nyege, qui appaire alors les meilleurs MC d'Afrique au beat de producteurs occidentaux. Kampala est une ville très joyeuse. Malgré la mauvaise situation économique, les gens se sentent libres. Tu peux sortir en club et tout le reste. Mais quand il s'agit d'économie, les gens souffrent énormément. On survit avec moins $1 par jour. Moins $1. C'est facile de se dire, ok, on est libre. On boit du matin au soir, de la nuit au petit matin. Mais ça n'a aucun sens si les gens ne sont pas traités comme ils le méritent. Depuis sa rencontre avec le label Nyege Nyege, le son d'Eco s'est radicalisé. Aujourd'hui en mode DIY avec le producteur ougandais Don Zilla, ou dans ses clips ultra léchés, le cauchemar d'Ecobase ne fait que commencer. Moi, je ne me limite pas. Je travaille avec des producteurs du monde entier. Du Japon, d'Allemagne, d'Italie, du Brésil, partout. J'avais besoin d'eux et eux de moi. Ensemble, on va conquérir le monde. History of Violence, ce pourrait être le titre du film de sa vie. Dans ses performances, Regina José Galindo devient la cible. Née en 1974 à Guatemala City, d'un père juge, elle passe une partie de son enfance à New York, auprès de sa grand-mère médium et artiste. Avant d'utiliser son corps comme une page blanche, Regina José était poète, mais les mots ont fini par lui manquer. En plaçant sa chair au cœur de son œuvre, l'artiste guatémaltèque reprend la parole et le pouvoir. D'un point de vue formel, l'œuvre nécessitait que je m'incise le mot perra, chienne. Il fallait que je fasse ce sacrifice douloureux pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Au Guatemala, il y a toujours eu beaucoup de violence. Et cette année-là, on a découvert une série de cadavres de femmes avec écrit au couteau sur leur peau « Maudite chienne » ou « Mort à toutes les chiennes ». J'ai donc décidé d'affronter les faits et de prendre le pouvoir sur eux. Ils ne pourraient pas me faire ce que je m'étais déjà infligé à moi-même. Suite à un coup d'État orchestré par la CIA, le Guatemala plonge dans les années 60 dans une guerre civile qui va faire plus de 200 000 morts en 36 ans. Pour justifier la terreur sur la population et les actes de génocide à l'égard des peuples autochtones mayas, le pouvoir agite la notion d'ennemi intérieur, faisant de chaque Guatémaltèque un criminel potentiel. Avec sa performance « Qui peut effacer les traces », primée à la Biennale de Venise en 2003, Regina José rappelle l'implication des plus hautes autorités du pays, jouissant à l'époque d'une totale impunité dans ce conflit meurtrier. En 2013, le sang de l'artiste ne fait qu'un tour. L'ancien président dictateur, Efraín Ríos Montt, jugé coupable de crimes contre l'humanité, est finalement libéré pour vice de procédure.
Galindo réalise la performance Terre, une évocation des nombreuses fosses communes qui avaient été mises au jour pour la tenue du procès. Pour que ton corps, ton enveloppe matérielle, soit un champ de liberté, il faut d'abord conquérir ta liberté de conscience. D'abord, tu t'émancipes par la conscience, et ensuite tu te libères dans toute ton existence. C'est la lutte primordiale. On a ce corps, qu'est-ce qu'on fait avec? On se bat pour la liberté, pour ce qu'on pense être juste. Pour commenter l'actualité dans toute sa cruauté, Regina Rossi lance l'alerte avec son corps. En 2007, afin de dénoncer l'utilisation par les services secrets américains de la technique d'interrogatoire du waterboarding ou simulacre de noyade, la Guatémaltèque recrute un agent de sécurité. Comme exigé par l'artiste, il suit à la lettre les directives de la CIA pour ce type de torture. Il m'a demandé pardon après. Mais je lui ai expliqué qu'en réalité, on est deux personnes adultes. Je t'ai embauché, je t'ai donné les instructions. C'est ma décision de te faire entrer dans l'équation. L'auteur intellectuel, celui qui commande l'acte de torture, est très rarement connu ou accusé. Pourtant, c'est la personne responsable. Je me place en victime, je décide d'endosser ce rôle et de me mettre en jeu moi-même. Et avant d'être la victime, je suis l'auteur intellectuel de cette pièce. Regina Rossi n'a pas que la violence d'État dans sa ligne de mire. Dans Sang de cochon, c'est au public qu'elle laissé le choix de faire preuve ou non de cruauté. Et de lui rappeler que si une personne actionne le mécanisme, c'est toute l'Assemblée qui sera mouillée. Depuis 2015, Kubra Khademi vit à Paris, où elle a obtenu le statut de réfugiée politique et peut se consacrer à son art. Mais l'artiste revient de loin, plus exactement d'Afghanistan. La violence fait partie de la culture, mais on ne l'appelle pas violence. Pour moi, il y avait beaucoup de choses que je ne considérais pas comme des actes de violence. Parce que dans ma famille, en tant que fille, j'ai été élevée avec la notion que c'était normal, que ça fait partie de la vie. Ah merde, tu fais ça? Ma mère, mon frère était responsable à me frapper. Parce que qu'est-ce que je fais? Juste, ah oui, mais... Par exemple, si je ris à voix haute. C'était responsabilité de mon frère qui me frappait. C'est toujours bien d'être frappé par homme. Pour révéler le pouvoir patriarcal dans toute sa brutalité, Kubra lâche les chevaux et les pinceaux. Dans cette performance de 2013, elle se gifle pendant 45 minutes dans une galerie de Kaboul. Kubra naît en 89 dans une famille de 10 enfants, à Ghor, en Afghanistan. Alors que son pays est en guerre contre l'ex-Union soviétique, elle passe une partie de son enfance en exil, entre l'Iran et le Pakistan. Avec la chute des talibans en 2002, les femmes ont à nouveau le droit d'accéder à l'université. Pour échapper à la tradition du mariage forcé qui a contraint ses sœurs à se marier à 14 et 15 ans, Khademi quitte sa famille et s'inscrit à la faculté des beaux-arts de Kaboul. En 2015, Kubra demande à un forgeron local de lui fabriquer une armure qui exagère ses seins et ses fesses, censée la protéger du harcèlement de rue. Alors qu'elle traverse le marché central de Kaboul ainsi vêtue, elle doit interrompre sa performance au bout de 8 minutes sous une pluie d'insultes et de projectiles. Le soir, les réseaux sociaux se déchaînent. Menacée de mort, elle part se réfugier en France. Mon art se nourrit de cette identité, de ma culture, de mon histoire et de tout.
Alors je dois réfléchir à comment créer une image qui fait la synthèse de toutes ces choses, en restant très simple, et qui se transmette de manière directe, et touche mon public. Il faut créer quelque chose que le public peut ressentir. À traiter mon corps mal, ça c'est le parti de performance, pour moi. Depuis son arrivée en Europe, Kubra Rademi continue d'utiliser son corps pour débusquer le pouvoir patriarcal qui, tel le diable, se cache dans les détails, comme ici dans Le Petit Bonhomme des Feux Rouges. Nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016, l'artiste signe sa première performance collective l'année dernière, dans laquelle elle interroge notre passivité face aux catastrophes qui nous guettent. Parallèlement, elle revient à son premier amour, la peinture. Je dessine des corps féminins nus, hyper sexualisés. Dans ce sur quoi je travaille en ce moment, les corps sont très sexualisés, très libérés. Ce sont les images qui me viennent. Mon imaginaire est très libre. Personne n'a le droit de me dire que ce que j'imagine est un péché, que je suis coupable, comme on me l'a inculqué toute ma vie. Смотри. Смотри вон туда. Вон. Начинается первый раз. Магия. Понимаешь? Магия. Раньше небо, и небо было, а теперь вот так. В Шанхае и в Токио будет реклама такая же, как в будущем. А раньше жили и жили. Dans un futur proche, truffé de reliques soviétiques, 7 personnages incarnant la société russe gravitent autour d'un chantier monumental. Celui d'un oligarque qui vient de mourir, dont les héritiers hésitent entre tout arrêter ou tout relancer. C'est la façon très félinienne qu'a le réalisateur russe Alexei German Jr. de raconter les rapports de pouvoir dans son pays, tiraillé entre un lourd passé et la fuite en avant. Au XIXe siècle, la majorité des grands artistes russes avaient des problèmes avec le pouvoir. Au XXe siècle, les mêmes étaient considérés comme de purs génies. Les rapports entre l'intelligentsia et le pouvoir ont toujours été compliqués et souvent douloureux. L'art en Russie remplit les fonctions de la presse. Il éclaire la réalité quotidienne, il donne la mesure et il apporte un regard différent. Habitué des festivals qu'il arpente depuis 10 ans, Alexei German Jr. présente son dernier film cette année à Cannes. Le réalisateur n'a pas beaucoup dormi pour finir dans les temps Le Maire et l'Autruche, tourné en 24 jours en plein Covid. Dans ce huis clos kafkaïen, un homme est assigné à résidence à cause d'un post Facebook caricaturant le maire d'une ville de province. Il s'embourbe à vouloir prouver son innocence et devient paranoïaque. Вообще, я хотел сам защищаться. Но близкие мои друзья, Лена с Лешей, которым я очень доверяю, они порекомендовали вот вас. Спасибо. Видите, у нас очень холодно, если вы адвокат. Скажите этому дураку, что перестал орать на мэра. Не сейчас. Вот. Весь его протест. Похабные картинки мэра со страусом. Даже в новости попал. Оказался между прорывом канализации
И плохо мне в детском саду. Ну, это была месть, мама. Месть мелкого человека. Мы, наверное, лет 5 или 6 лет. Il y a 5 ou 6 ans, avec ma femme Elena, on est arrivé dans une petite ville de province et on s'est mis à faire des photos. Les gens ont commencé à sortir et à se plaindre des pouvoirs locaux. Ensuite, on a réfléchi. Ça nous a pris du temps pour trouver l'histoire d'un homme qui se bat contre le système. Ça existe dans tous les pays, de la Russie à Snowden ou Assange. Né en 1976 à Saint-Pétersbourg, Alexei German Jr. est issu d'une longue lignée d'intellectuels russes. Ses deux grands-pères sont écrivains et sa mère scénariste. Petit, il se balade sur les plateaux de tournage de son père réalisateur, un certain Alexei German, comme lui. Immense cinéaste de la fin de la période soviétique, celui-ci ne réalisa que 6 films en 50 ans. Avant d'être reconnus comme des chefs-d'œuvre, la moitié des films d'Alexei German Senior connurent les affres de la censure. Quand il meurt en 2013, en réalisant « Il est difficile d'être un dieu », après 14 ans de tournage, son fils en termine la post-production. Le père d'Alexei Junior brisait tous les tabous jusqu'à mettre en scène la mort de Staline. Je me souviens du tournage de Kroustaliov, Ma voiture, en 98. Il y avait une petite gare près de la ville de Murom. La vie en Russie était difficile à l'époque. Mon père ramait pour trouver des ouvriers. Les cheminots avaient piqué une citerne d'alcool, de l'alcool technique, et ils l'avaient emmené je ne sais où. Tout le monde en avait bu. Tout le village était complètement torché. Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. Мы запрещены. Начальство делает вид, что нас нет, а если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. Я очень устал быть никем. Не знаю как, но что-то скоро должно перемениться в какую-то сторону. Даже странно это осознавать. De son père, German Jr. a hérité le goût pour ceux qui se battent. Son 7e film, sorti en 2018, est un biopic de l'écrivain Sergueï Dovlatov, persécuté par les soviétiques. Mon père était enraciné dans ses rêves. C'était un maniaque de l'authenticité. Il voulait faire correspondre sa vérité avec les photos d'époque, d'où son cinéma en noir et blanc. Moi, je suis différent, intrinsèquement différent. Je pense que le cinéma peut être multiple. En fonction du but, le film peut avoir plus ou moins de couleurs. Небо сегодня над городом странное. Электрическое. Говорят, снег теперь ляжет. Слышь, не мучь себя. С днем рождения тебя, кстати. Слышь? Вот подарочек. Не дешевый, между прочим. Снюхай, Валь. Опа, планктон офисный. Наркоман. Ну, здорово. Привет, опять вы здесь? А чё очки-то надел? Ага. Солнце светит. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался. Солнце слепит. Кредитный ковбой. Наркоман. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, avec Arte.tv et les réseaux sociaux. Что ты делаешь? Пойдем.
Do widzenia.